Donc, la suite de l'interrogatoire du procureur pendant 1 heure et demie, après quoi la défense entamera son interrogatoire et nous poursuivrons lundi. Et évidemment, il y aura 2 jours de repos, c'est-à-dire le week-end. Monsieur le procureur, allez-y. Le procureur, merci, monsieur le président. Monsieur le procureur. Alors, monsieur le témoin, hier, on s'est laissé sur une objection qui a été rejetée, et donc je vous pose la question à nouveau. À votre connaissance à vous, n'est-ce pas, la rame de ravitaillement ou peu importe la rame qui se faisait le relais entre le camp Agban et le camp Commando, vous avez été témoin d'une reprise qu'elle a été atteinte par un lance-roquette. C'est ce que vous avez mentionné hier, n'est-ce pas? Bien cela, monsieur le procureur. Alors ma question, à votre connaissance à vous, avez-vous été informé si cette rame aurait été atteinte à d'autres moments avant votre départ du camp par lance-roquette? Merci, monsieur le procureur. Par lance-roquette, il n'y a pas eu d'autre attaque à ma connaissance. J'aimerais maintenant aborder rapidement, ou brièvement, pardon, la présence du colonel Doumbia, alors qu'il était le commandant opérationnel, soit avant M. Twali Williams. Alors, durant sa présence, qui a été quand même brève, vous avez dit 24 heures environ. Ma question est la suivante. Y a-t-il eu, à ce moment-là, y avait-il, au camp commando, pardon, des mortiers? Merci, monsieur le procureur. Effectivement, constaté qu'il y avait des mortiers et dans la caserne, dans le camp commando. Alors, décrivez-nous, dans vos propres mots, ce que vous avez constaté au sujet de la présence de ces mortiers et tous les événements entourant cela. Et je reviendrai avec des questions de précision si nécessaire. Merci, monsieur le procureur. Donc, concernant ces mortiers, il y a le colonel, la journée où il a pris service, il a constaté que un officier était venu avec son détachement, le détachement du 1er BCP. Il était en train de faire descendre des canons de mortier et cherchait à les mettre en batterie. Donc, il est allé vers l'officier en question et il y a eu une discussion assez chaude. Le colonel, qui était le chef du PC, a demandé que l'officier arrête de continuer la mise en batterie. Parce que les tirs avec ce genre de mortier engageraient sa responsabilité. Donc, il a montré clairement qu'il n'était pas au courant de la présence de ces mortiers. Étant lui-même chef,
Il ne lui avait pas été dit que des tirs de mortier devaient être faits. Donc, il a fait arrêter la mise en batterie. Très bien. Alors, si je comprends bien, vous avez mentionné hier que le commandant Touali Williams, selon votre souvenir, serait arrivé le 1er mars 2011 pour prendre le poste de prendre la relève ou le relais du colonel Doumbia, c'est ça? C'est bien cela. Et donc, cette pose de mortier serait logiquement le 28 février ou là ou vers le 28 février. C'est exact, monsieur le procureur. Maintenant, j'aimerais qu'on identifie il va falloir aussi se ralentir pour éviter les chevauchements. Je suis désolé. Écoutez, j'aimerais que l'on nomme cet officier qui installait, qui était responsable de l'unité du 1er BCP, qui était à installer les mortiers. Est-ce que vous préférez qu'on le fasse à audience publique ou à huis clos partiel? Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Très franchement, là, je ne vois pas l'intérêt d'un huis clos partiel. Soit le témoin assume ses propos, il a expliqué le déroulé des événements, ce qui s'était passé d'après lui de manière claire, qu'il continue et qu'il aille au bout de sa démonstration, ou bien qu'il dise qu'il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Il n'y a aucune raison d'arrêter la publicité du témoignage en plein milieu du témoignage. Monsieur le... Le président, ce que je n'aimerais pas voir, c'est que le procureur suggère un passage à huis clos partiel. Le témoin a déjà un avocat avec lui et il est au courant de ce qu'il peut dire ou pas. Donc c'est à eux qu'il appartient de demander le passage à huis clos partiel, s'ils pensent que cela est utile. Donc je m'adresse à vous, à l'avocat de monsieur le témoin, maître Volbonnet. Si vous souhaitez demander un passage à huis clos partiel, c'est vous qui le faites. Le procureur, monsieur le président, la raison pour laquelle j'ai demandé cela, et d'ailleurs je prends acte de ce que vous venez de dire, c'est que le nom n'avait pas été proposé dans un premier temps. C'est pour cela que j'ai posé ma question. Je ne suis pas d'accord avec l'intervention de Maître Altit, c'est-à-dire que le témoin peut dire je refuse de répondre à certaines questions. Je crois que la Chambre chargée de la manifestation de la vérité ou de la quête de la vérité devrait décider cela. Le président, non, le témoin doit répondre en toute franchise. Il ne peut pas dire je choisis de répondre ou pas, mais le témoin peut demander à son avocat, après avoir consulté son avocat, le témoin peut demander un passage avec le partiel. Ça, c'est possible. Encore une fois, je demanderai à monsieur le témoin ainsi qu'à son avocat de demander un passage à huis clos partiel ou en audience publique. Est-ce que vous souhaitez pas répondre à cette question en audience publique ou à huis clos partiel? Your Honor. Maître Von Bonnet, monsieur le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Après quoi, je vous expliquerai pourquoi. Le président, très bien, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Il s'agissait
s'agissait de mortiers de quel calibre? C'était des mortiers de gros calibre, 120. Donc 120 mm. 120 mm. Lors de cet échange entre le colonel Doumbia et cette personne que vous avez nommée en audience à huis clos, que répondait justement cette personne, ce responsable de cette unité? Merci, monsieur le procureur. Donc, l'officier chef de détachement qui voulait utiliser les mortiers de 120 mm, disait qu'il avait reçu l'ordre depuis la présidence. Et à votre connaissance, pourquoi le colonel Doumbia voulait que ces mortiers soient enlevés? Merci, monsieur le procureur. Je l'ai indiqué tout à l'heure, il était le responsable. Non, il avait été désigné là par le chef d'état-major pour diriger tout ce qui était comme opération. Et donc, l'utilisation d'une quelconque arme devait relever aussi de son autorité. Et que c'est lui qui devait en décider. Et là, selon son intervention, il n'était pas au courant qu'une telle arme devait être utilisée. Et comme j'ai déjà répondu, j'ai déjà dit, cela engagerait sa responsabilité. Très bien. Quelle était l'orientation au moment de l'installation de cette batterie de mortiers? C'était pointé vers où? Merci, monsieur le procureur. Il faut dire que la mise en batterie n'était pas terminée. J'ai pu voir 3 canons, mais il venait de commencer la mise en batterie. Donc, puisque la mise en batterie n'était pas terminée, on ne peut pas le dire avec précision. Cependant, le mortier qui était en train d'être installé était orienté, si je me souviens bien, du côté en direction du marché, en direction de la gare. La gare d'Abobo. La gare d'Abobo. Et où était-il placé dans le camp même? Où était-il en train de les placer au sol? Merci, monsieur le procureur. Dans la caserne du camp d'Abobo, il les plaçait non loin d'un bâtiment. J'ai mentionné lorsque j'expliquais comment le camp est structuré, j'ai parlé de 2 grands bâtiments qui servent d'habitation. Donc, c'est non loin de l'un de ces bâtiments, dans l'angle.
Alors, monsieur le témoin, nous allons maintenant vous présenter les images du camp commando, donc de la caserne, en utilisant un panorama en 360 degrés qui a l'ERN du 360 degrés, si vous me permettez, juste une petite seconde. Que nous allons manipuler. Alors, il s'agit de la pièce numéro 74 sur la liste qui porte le numéro ERN CIV OTP 0073 0862. C'est une pièce qui est publique. La tannerie. On n'est pas si méchant que ça. Très bien, alors, je vais changer de micro, si vous me permettez. Alors, monsieur le témoin, ce que vous voyez à la gauche de l'écran, un carré, c'est une image satellite du camp avec des points, des petits carrés noirs qu'on appelle des panoramas. Alors, on va cliquer sur certains de ces panoramas. Dans un premier temps, on va cliquer sur le panorama numéro 11 pour les fins d'enregistrement. Et là, pourriez-vous nous indiquer, et on va tourner l'image en sens d'une montre, sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, nous arrêtons à une entrée, une guérite. Pourriez-vous nous indiquer, il s'agit de quelle? Il y a deux entrées au camp. Est-ce que c'est l'entrée du côté mosquée ou est-ce que c'est l'entrée côté commissariat de police du 15e? Merci, monsieur le procureur. Je peux répondre rapidement, mais j'aimerais faire un rectificatif. Il y a deux entrées. Effectivement, une entrée côté mosquée et la deuxième entrée, c'est côté cité policière, mais pas 15e arrondissement. Cité policière. Mais la cité policière se trouve du même côté que le commissariat de police que vous avez identifié sur l'une des cartes la première journée de votre témoignage. C'est bien cela? C'est bien cela. Très bien. Alors, cette entrée, donc, c'est... Ici, l'entrée que nous voyons sur l'image est l'entrée côté mosquée. Alors ici, lorsqu'on entre par l'entrée du côté mosquée, on voit un parking et également un édifice
à étage. Pourriez-vous nous décrire c'est quoi cela? Merci, Monsieur le procureur. Comme je l'ai indiqué, il y a à l'intérieur de la caserne 2 grands bâtiments servant d'habitation aux agents. Mais, comme j'ai précisé, ils ne sont pas tous logés là à cause de l'insuffisance des infrastructures. Donc, ce bâtiment que nous voyons est l'une des habitations. C'est un bâtiment qui sert d'habitation aux gendarmes. En regardant cette vue à l'instant, êtes-vous à même de nous situer l'installation qui avait débuté de mortier? Est-ce que c'est dans ce champ de vision ou est-ce que c'est ailleurs? Merci, Monsieur le procureur. Effectivement, l'image présentée ici mentionne la position où se trouvait le capitaine avec ses hommes en train de faire la mise en batterie. Êtes-vous à même de nous indiquer c'était où environ? Sur cette image, est-ce que c'est avant l'édifice, aux côtés de l'édifice, passé l'édifice? Merci, Monsieur le procureur. C'était entre l'édifice et la clôture. La clôture se trouve à droite de l'image, dans le prolongement de la guérite, et l'édifice se trouve à gauche. Donc, nous avons de la végétation, du gazon entre la clôture et l'édifice. Donc, la mise en batterie se faisait à ce niveau-là, au milieu. Et on voit un petit arbre, on voit un gros, je présume que c'est des manguiers, à côté de la guérite. Si on suit là, vers le parking, il y a un grand arbre. Et au milieu du champ de vision, il y a un petit arbre. Est-ce que c'était derrière cet arbre ou devant cet arbre? C'était derrière ce petit arbre. Derrière ce petit palmier. C'est bien cela. Alors, pour les fins d'enregistrement, j'ai fait un zoom avant pour identifier qu'il s'agissait, bon, j'appelle ça un palmier. Très bien. On peut retirer la présentation 360, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'aimerais maintenant revenir sur les événements du 3 mars. Donc, pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé cette journée, en commençant au tout début, très tôt le matin, lorsque vous vous levez? Merci, Monsieur le procureur. Lorsque je me lève, je fais une ronde sur les positions de mes éléments. Et j'échange avec eux, question d'être proche d'eux parce que, étant chef, je ne suis pas posté. Et donc, ils peuvent avoir l'impression que nous la coulons douce. Donc, je passe, que ce soit la nuit, que ce soit le matin, mais je passe, je fais le point. Parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui se sentent mal.
Donc, je fais le point. Et chemin faisant, je suis allé du côté du portail que nous venons de voir sur l'image, c'est-à-dire côté mosquée. Et j'étais là avec certains de mes éléments et j'ai vu 3 dames, 3 personnes de sexe féminin qui quittaient le quartier BC pour aller vers la brigade et qui sont passés devant le portail. Donc, il se dirigeait vers le rond-point Ganoagar. C'est exact, monsieur le procureur. Donc, je les ai taquinés. J'ai taquiné ces dames et elles portaient des pancartes. Des pancartes et j'ai demandé ce que ça pouvait être. Donc, elles ont répondu qu'elles partaient à la télévision, elles comptaient marcher, des femmes, pour réclamer leur liberté parce que les hommes politiques, les 2 candidats, selon elles, avaient confisqué leur liberté. Donc, elles partaient à la télévision pour l'exprimer. Par la suite, elles ont dit qu'elles allaient rejoindre leurs camarades, c'est-à-dire le grand groupe qui allait se rassembler à Djamé. Donc, selon leurs informations, elles partaient pour se regrouper, pour former un grand groupe à Djamé afin de partir sur la radio-télévision ivoirienne. Donc, je suis reparti, j'ai continué ma ronde et c'est par la suite que le commandant Touali a demandé que ceux qui avaient fait la nuit s'apprêtent pour faire la relève, pour sortir du camp afin de se rendre à Agban, le camp de gendarmerie Agban, pour procéder à la relève. et ça se fait où dans le camp? Lorsque le commandant veut parler aux hommes, il a 2 possibilités. Et il utilisait ces possibilités en fonction du danger que nous percevions. Donc, lorsque le personnel arrivait nouvellement, on laissait le gros du personnel s'occuper de son matériel et c'est les chefs d'équipe qui étaient appelés dans son bureau. Le bureau qui servait en même temps de lieu de repos pour chacun de nous. Donc, il avait un bureau que je lui avais cédé et c'est là-bas qu'il croisait les chefs de détachement lorsqu'ils arrivaient. Mais lorsqu'ils devaient partir, il parlait à plus de personnes et on ne restait pas. Le parking que vous avez vu tout à l'heure sur l'image nous servait d'endroit de rassemblement de façon ordinaire. Vous rappelez-vous cette journée du 3 mars, donc, quelles unités étaient présentes? Merci, monsieur le procureur, mais je n'ai pas terminé ma réponse. Donc, j'ai dit que tout à l'heure, le parking servait de lieu de rassemblement ordinairement. Mais compte tenu des dangers où nous pouvions être atteints par balle, parce que nous n'étions pas les seuls à tirer, nous n'étions pas les seuls à avoir des armes. Donc, souvent, lorsque nous étions au camp, il y a des balles perdues qui tombaient dans la caserne. Et donc, pour éviter
que les hommes soient atteints, le commandant rassemblait les gens sur la voie qui traverse le camp. Il y a une voie qui traverse le camp en deux parties. Donc, on était plus proche des abris parce qu'il y a des arbres. Donc, s'il y avait problème, on pouvait s'abriter rapidement. Et donc, c'est ce jour-là, ce n'est pas au parking, mais c'est sur la voie. Très bien. Vous rappelez-vous, le 3 mars, il s'adresse aux représentants de quelle unité qui allait donc, si je comprends bien, quitter? Merci, monsieur le procureur. Hier, j'ai eu à citer les unités qui venaient là en renfort. C'était des détachements de 15 à 25 personnes. Donc, c'est adressé à tous ces chefs de détachement avec quelques-uns de leurs hommes. Il leur dit quoi à ce moment-là? Donc, le chef du PC, l'officier supérieur qui était désigné là par le chef d'état-major, était en liaison avec aussi sa hiérarchie. Et donc, lorsqu'il s'adressait aux hommes pour la relève, c'est qu'il avait déjà reçu le OK que les nouveaux, les montants étaient déjà à Agban. Et donc, il convoquait un rassemblement qui ne durait pas pour ne pas être exposé inutilement aux balles perdues. Et il nous donnait l'information que la relève devait se faire. Et puisque moi, j'étais là en permanence, moi, je ne faisais pas de relève. Mes éléments ne faisaient pas de relève. C'est notre caserne. Donc, ce n'est pas toujours que j'étais présent. Savez-vous à quelle heure la relève a quitté la caserne du camp commando? Merci, monsieur le procureur. Je ne peux pas dire l'heure précisément parce que les heures variaient. Et comme il y a eu beaucoup d'événements, mais je vois autour de 9h, 10h. Êtes-vous capable de nous indiquer le type de véhicules qui ont quitté? Effectivement, je peux indiquer le type de véhicule parce que c'est ces véhicules-là que le renfort utilisait. Donc, j'avais cité les pick-up des différents détachements. Il y avait des pick-up, double cabine, avec des armes montées sur les capots, enfin, sur la toiture, au-dessus de la toiture. Il y avait des transports troupes, des longs camions permettant de transporter une trentaine de personnes à l'arrière. Et il y avait toujours les deux engins de la garde républicaine. Toujours, parce que eux, ils étaient vraiment précis. Depuis que le PC a été créé, ils sont toujours venus. Alors que eux, ils sont toujours venus avec leurs effectifs et avec leurs deux engins. Et c'est quelle sorte d'engin? Les deux engins de la garde républicaine, c'était des chars de type soviétique appelés BTR-80. Très bien. Question de précision. Le pick-up
Vous dites monter d'une arme. C'est quel type d'arme? Merci, Monsieur le procureur. Sur les pick-up à double cabine, les armes qui étaient montées, c'est des mitrailleuses. C'est-à-dire que c'est la version des Kalachnikov, des AK-47. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que l'arme est un peu plus, légèrement plus longue, un peu plus lourde, et elle comporte une bande. Les cartouches sont sur une bande au lieu d'être dans un chargeur, une petite boîte. Donc, c'est des quoi, comme calibre 7.62, c'est ça? C'est bien cela. Mais à chaîne, au lieu d'un chargeur. Et le BTR 80, lui, comment est-il monté en termes de calibre ou d'armes? Merci, Monsieur le procureur. Le BTR 80 a deux armes. Lorsqu'on fait face à l'engin, lorsqu'on se met face à l'engin, il y a deux types d'armes qu'on aperçoit. Il y a cette arme que je viens de citer et il y a une autre plus grande qu'on appelle la 12-7. Très bien. Quand la rame a quitté, elle a emprunté quelle porte? L'entrée côté mosquée ou l'entrée côté cité policière? Merci, Monsieur le procureur. Lorsque la rame est sortie, elle a emprunté l'entrée côté mosquée, en direction de la brigade. Très bien. Vous l'avez vu partir? La rame est sortie en ma présence. Très bien. J'aimerais maintenant, Monsieur le Président, appeler la pièce 0077 0411. Il s'agit d'un extrait vidéo que nous allons présenter de la minute 3:34 à 4:25, qui est déjà soumis au dossier, mais que j'aimerais brièvement, sur lequel j'aimerais brièvement revenir avec ce témoin, Monsieur le Président. Alors, c'est public. Il va falloir nous donner accès aussi pour qu'on puisse la présenter. Merci. Alors, Monsieur le témoin, regardez les images. On va présenter une séquence et après, nous allons revenir avec des images fixes des véhicules qu'on peut voir sur cet extrait.
Très bien. Alors, maintenant, si on pouvait, je vais appeler la pièce 0079 5973, qui est une image, ce qu'on appelle en anglais un screenshot. Et nous allons agrandir l'image. Un peu plus, s'il vous plaît. Ouais. Alors, une autre. Que voit-on? Merci, monsieur le procureur. L'image présente des personnes, en majorité des femmes. Et Le véhicule, monsieur le témoin. Le véhicule. OK. Donc, le véhicule, ici, c'est un engin blindé. Et c'est de cet engin que je parlais tout à l'heure. Le BTR 80 à 8 roues. Et êtes-vous capable de nous dire, il s'agit d'un BTR 80 de quelle unité, juste pour confirmer? C'est le BTR 80 de la garde républicaine. Je peux le préciser parce que les engins blindés de la gendarmerie ont la couleur bleue. Bleu nuit, totalement bleu nuit. Alors que cet engin est d'une couleur verte, majorité verte, avec des taches. Donc, il correspond à l'un des engins que la garde républicaine faisait venir dans la caserne. Couleur camouflée. Très bien. Nous allons maintenant passer à la pièce 0079 6054. Pourriez-vous nous décrire le véhicule? Merci, monsieur le procureur. Ce véhicule est une pick-up double cabine montée d'une arme. Tout à l'heure, j'avais expliqué que le pick-up était monté d'une mitrailleuse. Donc, ça correspond. Êtes-vous capable? Pouvez-vous nous préciser, pardon, l'unité? Ici, pardon, le pick-up a une couleur camouflée et ça correspond au véhicule, à la couleur utilisée par le premier BCP. Je le dis parce que les autres véhicules étaient de couleur verte, totalement verte. C'est-à-dire les autres unités militaires utilisaient des couleurs, une couleur verte uniquement. Je vais maintenant appeler la pièce 0079 6157. Ce véhicule blanc, c'est quoi ça, à votre connaissance? Merci, monsieur le procureur. Nous voyons à l'arrière de la pick-up un véhicule blanc
une ambulance. Vous rappelez-vous si effectivement cette journée-là, il y avait une ambulance qui a quitté le camp commando avec la rame? Merci, monsieur le procureur. Cette journée, selon mes souvenirs, il n'y a pas eu d'ambulance qui a quitté la caserne. Cependant, je peux préciser qu'il y a ce type de véhicule ou même des véhicules administratifs qui devaient passer et lorsque ces véhicules croisaient nos rames, notre rame qui sortait, et les gens utilisaient la protection de nos hommes pour pouvoir quitter la zone que ces personnes jugeaient dangereuse. Je vais maintenant passer à la pièce 0079-6177. Le véhicule, de quoi s'agit-il? Merci, monsieur le procureur. Ce véhicule que nous voyons est un véhicule transport troupes. Qui contient environ une trentaine d'hommes, vous avez mentionné, je crois. Justement. Et est-ce que vous êtes à même de nous dire l'unité? Merci, monsieur le procureur. Ici, il m'est difficile de préciser. Cependant, j'avais déjà mentionné des véhicules de ce type qui étaient utilisés par la CRS, la police et la BAE. Mais ces véhicules étaient estampillés de leur unité. Donc, les véhicules de CRS avaient sur les portières marqué CRS ou à l'avant marqué CRS. Mais ici, c'est un véhicule de gendarmerie ou une autre unité. Nous allons maintenant passer, juste une question de précision, pardon, par rapport à ça. La BAE, elle, est-ce que c'est comme le CRS également, c'est identifié? Soit sur l'avant ou le côté? Effectivement, la BAE, c'est identifié. Et souvent, ils ajoutent un petit nom de l'une des villes de Côte d'Ivoire. J'appelle maintenant la pièce 0079-6349. Quel est le véhicule que l'on voit? Merci, monsieur le procureur. Sur cette image, nous voyons un engin de type sud-africain, appelé RG12. Et j'avais déjà mentionné que la BAE venait dans ma caserne avec ce type d'engin. Mais cet engin est aussi utilisé par le GEB. Mais comme précisé aussi, sur le flanc, c'est marqué police nationale. Donc, c'est effectivement l'engin utilisé par la BAE. Et pour terminer, si on revient au véhicule précédent, l'autre image qu'on a vue avant, le transport de troupes,
C'est quelle sorte de véhicule? Comment on appelle ça? Est-ce que ça porte une marque? Merci, Monsieur le procureur. Le véhicule que nous avons vu avant est de type transport troupe, marque Mitsubishi Canter. D'accord. Lorsque la rame quitte, vous faites quoi, vous? Merci, Monsieur le procureur. Lorsque la rame quitte, il n'y a que sur les positions des hommes de ma caserne. Et compte tenu du nombre réduit du personnel, je devais passer aussi sur les positions pour m'assurer que les positions qui venaient d'être laissées par le renfort étaient effectivement tenues. Et j'opérais une réorganisation du personnel sur ces positions afin de ne pas être surpris par l'ennemi. Donc, vous faites le tour des positions. Est-ce que vous avez d'autres positions à ce moment-là, cette journée-là du 3 mars, à l'extérieur du camp? Effectivement, Monsieur le procureur, la meilleure manière de défendre une position pour nous, c'est de la défendre de l'extérieur. Et donc, nous avons déterminé des positions à l'extérieur de la caserne et qui permettaient d'isoler totalement cette caserne et d'empêcher qu'elle soit prise par l'ennemi. Donc, nous avions effectivement des positions en dehors de la caserne. Alors, cette journée-là, elles étaient où? Dites-nous l'endroit. Donc, je pars depuis la brigade de gendarmerie, c'est-à-dire le côté gauche, côté mosquée. Nous avons vu une image ici où le portail indiquait côté mosquée. Donc, en venant de la brigade vers le camp commando, nous avions une position qui était dans une école maternelle appelée Trois Chatons. Ça, c'était une position basse. Et on évoluait toujours vers le camp commando. On trouvait un immeuble qui servait qui était une clinique étoile. Position haute, et j'avais déterminé là une position au-dessus sur la dalle, sur la toiture, une position qui nous permettait de voir jusqu'au marché. Ensuite, on dépassait la caserne, on dépassait le portail et on trouvait la direction des impôts. C'est un grand bâtiment aussi à un niveau, R+1, et sur la dalle de ce bâtiment des impôts, il y avait aussi une position tenue qui permettait de voir à l'arrière de la caserne, un peu plus loin. Très bien. Nous allons revenir au panorama en 360 degrés. Pour une position, je vais vous demander si vous êtes à même de nous situer la position en haute sur où se trouvait cette clinique. Je fais toujours référence donc à la pièce 00730862 et nous allons au panorama numéro 16.
Êtes-vous à même de reconnaître les édifices que l'on voit? Merci, Monsieur le procureur. Effectivement, un peu avant, sur la droite de l'image, il y a un édifice qui apparaît. Et c'est un édifice à caractère religieux. Il était occupé par un groupe de musulmans qu'on appelle les Ansardines. Donc, nous n'avons pas utilisé ce bâtiment pour son caractère. Nous avons plutôt préféré utiliser l'autre bâtiment au milieu de l'image, bâtiment à étage au milieu de l'image. Et nous avons déterminé une position sur la dalle, sur la toiture, pour regarder du côté de la gare. Et vous avez mentionné tout à l'heure également, vous pouviez voir, je comprends, le rond-point de la mairie, Effectivement, là où se trouve le marché. effectivement. Il y a combien d'éléments le 3 mars de poster sur le toit? The interpreter missed an answer and the question. Le président, l'interprète n'a pas entendu la question ni la réponse parce que vous avez parlé trop vite. Donc, je comprends que vous confirmez que depuis le toit de l'immeuble, vous pouviez voir le rond-point de la mairie. Effectivement, depuis le toit, nos éléments pouvaient voir le toit de la mairie. Et pour répondre à votre question, la précédente, il y avait 3 éléments postés sur cette toiture. Il se passe quoi lorsque vous faites votre ronde? Donc, je fais la ronde et je redistribue, je repartis de nouveau le personnel afin que les positions qui ont été quittées par le renfort soient tenues quand même en attendant que les nouveaux arrivent. Et plus tard, je reçois un coup de fil de la ville donc je disais que je reçois un coup de fil qui me dit que nos hommes ont encore tiré et auraient tiré sur des femmes. Mais l'endroit indiqué ne permettait pas à mes hommes de suivre la scène parce que c'était un peu plus éloigné. Et donc, je demande confirmation à ceux qui sont sur cette hauteur, sur ce bâtiment. Donc, ils me disent qu'ils suivent une débandade. Et ça, c'est au téléphone. Ce n'est pas avec des radios. Donc, ils me disent qu'ils voient une débandade, des gens qui courent dans tous les sens au niveau de la gare. Donc, la vue n'allait pas au-delà parce que la voie n'est pas droite. Mais avant même de recevoir un appel, et cet appel, pardon, l'avez-vous reçu sur radio ou sur portable? Je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est sur portable. Mais avant même de recevoir ce coup de fil, avez-vous entendu quoi que ce soit depuis le camp commando?
Merci, monsieur le procureur. Je ne me souviens pas avoir entendu quoi que ce soit. Alors, monsieur le témoin, permettez-moi de revenir donc à votre déclaration 00492193 à la page 2199, ouvrir les guillemets. Et donc, les commentaires qui se sont faits, donc, c'est que je suis en train de rapporter. Moi-même, j'étais à la caserne et je les ai vus partir. Quelques instants après, on a entendu effectivement des coups de feu. Depuis la caserne, on entend les coups de feu. Et c'est après que les gens ont commencé à m'appeler du Golfe. Les amis qui m'appellent, pourquoi j'ai tiré sur les hommes, les femmes, hein? Sur une foule de femmes. Donc, je n'avais rien à dire, puisque je ne pouvais pas faire comprendre à ces personnes-là que je n'étais pas le chef en réalité. Première question. Vous rappelez-vous avoir affirmé cela au bureau du procureur au mois de juillet 2013? Merci, monsieur le procureur. Je le confirme. Je reviens pour dire que je ne peux pas me souvenir tous les faits il y a tellement longtemps. Et je fais l'effort de dire ce dont je me rappelle, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Tout à fait, monsieur le témoin. L'exercice que j'ai fait, c'est vous rafraîchir la mémoire, justement. Donc, avez-vous effectivement entendu des coups? Oui, comme je l'ai dit, comme la déclaration, je l'ai dit dans la déclaration, c'était de façon... c'est-à-dire chaque fois que la rame partait, on ne se mettait pas dans une position où on pouvait suivre s'ils sont arrivés sains et saufs. Donc là, je ne peux plus me rappeler si j'étais dans la cour, si j'étais au bureau, parce que lorsqu'on est dans le bureau, on ne peut pas entendre. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ce jour-là, je ne me souviens pas, mais je sais que j'ai été appelé. D'accord. Et on vous informe par téléphone. Par la suite, que se passe-t-il? Une fois que vous apprenez cette information. Merci, monsieur le procureur. Une fois que je l'apprends, je demande à mes hommes, à ceux qui sont sur la toiture, de voir ce qui se passe. Puisque des coups de feu ont été entendus, donc j'ai demandé qu'ils voient ce qui se passait. Ils ont regardé et je l'ai mentionné, ils n'ont vu que des personnes qui fuyaient dans tous les sens. Avez-vous reçu d'autres appels? Oui, j'ai reçu d'autres appels un peu plus tard, jusqu'aux environs de 16 heures, un peu plus tard même, des coups de fil.
qui expliquaient ce qui s'était passé. Et c'était des gens qui n'avaient pas forcément assisté à ce qui s'était passé. Ce n'est pas ceux qui étaient dans la rame. Ceux qui constituaient la rame, je ne connaissais personne là-dedans qui pouvait m'appeler. Ceux qui étaient dans la rame avaient plutôt le contact du chef du PC. Donc, peut-être que lui, il a été appelé et qu'on lui a donné plus de précisions. Mais il n'y avait pas des gens qui pouvaient m'appeler dans la rame, me donner des précisions. Mais avant ces appels en après-midi, nous allons y revenir. Avant cela, est-ce que vous avez eu des appels de vos sources? Oui, j'ai eu des appels de personnes que je connais à Abobo. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Et ces personnes ces personnes qui m'ont appelé après le premier coup de fil disent la même chose, que mes hommes ont tiré sur des femmes. À leur passage, mes hommes ont tiré sur des femmes et c'est eux qui donnaient le bilan. Par la suite, d'autres coups de fil, un peu plus tard, comme j'ai dit, des personnes qui ont appelé pour expliquer ce qui s'était passé. Mais ce n'étaient pas des gens qui étaient présents dans la rame et qui ont dit que au passage de la rame, elle aurait essuyé des coups de feu. Au niveau du rond-point Anador, c'est-à-dire que lorsqu'on vient du camp commando, on trouve le premier rond-point, c'est Gagnoaga, le deuxième, c'est le rond-point de la mairie ou du marché, et le troisième rond-point, c'est celui de Anador. Et nous sommes déjà presque à la lisière de la circonscription d'Abobo. On est presque au-delà. Donc, c'est là que la scène, en réalité, s'était passée. Et donc, ils m'ont rapporté que au passage de notre rame, les gens auraient tiré sur un groupe de femmes au rond-point, arrêtées au rond-point sur le terre-plein. Et que parmi ces femmes, il y aurait eu des hommes des personnes qui portaient des armes. Et c'est ces personnes qui avaient ouvert le feu en premier sur la rame. Mais vous, vous êtes dans le camp cette journée-là. Vous êtes présent. Effectivement. Le commandant Touali Williams, a-t-il rassemblé les troupes à ce moment-là pour leur dire quoi que ce soit au sujet des événements qui venaient de se produire? Merci, monsieur le procureur. Dans un premier temps, c'était des tirs que nous avions entendus. Et donc, les chefs qui venaient là s'étaient longuement étalés sur la discipline de feu. Et donc, le commandant Touali en avait déjà parlé avec les hommes. Parce qu'à partir des tirs, de leurs tirs, on pouvait recevoir des balles perdues au camp. Les balles pouvaient arriver jusque dans la caserne et tuer malencontreusement des amis. Et Je m'excuse de vous interrompre, c'est parce que je regarde l'heure. OK. Et D'accord. ma question, elle est fort précise, monsieur le témoin. Je ne veux pas vous brusquer, c'est juste que je suis brusqué par le temps. D'accord. Et donc, Sur ma question est la suivante. Le commandant Touali, on vous rapporte
qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés par vos hommes, par la rame. Est-ce que le commandant Touali a rassemblé les troupes à ce sujet-là, que la rame a été attaquée? Merci, Monsieur le procureur. Je ne me souviens pas qu'il a rassemblé la troupe. Y a-t-il une équipe d'enquête, à votre connaissance, qui est venue vérifier sur les lieux ce qui s'était produit? Merci, Monsieur le procureur. Je n'ai pas connaissance de la présence d'une équipe d'enquête. Et même s'il y avait la volonté de faire une enquête, en cette période, dans Abobo, c'était difficile. Touali Williams, le colonel, a-t-il rapporté l'incident à votre connaissance? Vous a-t-il dit qu'il a rapporté l'incident? Merci, Monsieur le procureur. Nous n'avions pas vraiment, n'étions pas. Je me limitais au rapport de travail, donc je n'étais pas dans le secret de tout ce qu'il faisait. Avez-vous rapporté vous-même au commandant Touali que vous aviez l'information que la rame a tiré sur des femmes? Merci, Monsieur le procureur. Je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Donc, je disais, je ne me souviens plus de la déclaration, mais je pense que si je lui en avais parlé directement, de cette manière, il aurait peut-être donné des instructions. Et je me dis aussi que s'il n'a pas rassemblé la troupe, même s'il avait entendu les coups de feu, il a pu penser que c'était les coups de feu habituels que nos hommes tiraient pour pouvoir se dégager du danger, de la zone dangereuse. Avez-vous rapporté l'incident à votre chef hiérarchique au sein de la gendarmerie, M. Obougado? Merci, Monsieur le procureur. Je ne l'ai pas fait parce que désormais, je dépendais directement du commandant William Touali. Alors, je vais vous référer à votre déclaration 0049 2269 à la page 2295-2296, mais plus spécifiquement à partir de la ligne 922 ou 921. J'ouvre les guillemets. Maître Rocher. Maître Rocher, Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention de la Chambre
sur les consignes que vous nous avez données, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Et je voudrais attirer l'attention de mon contradicteur également là-dessus. Nous avons permis à notre contradicteur de faire référence aux déclarations à maintes reprises. Mais si vous regardez l'article 40, section K des directives de votre chambre, il y est dit que la partie appelante peut demander l'autorisation de faire référence à des déclarations antérieures. Et à la Chambre, c'est à la Chambre qu'il appartient de faire droit à cette requête ou pas, afin de rafraîchir la mémoire du témoin ou afin de récuser le témoin. Pour ne pas compliquer les choses, nous n'avons pas voulu intervenir. Mais avant que mon contradicteur ne cite ces déclarations, ne fasse référence à ces déclarations, je pense qu'il devrait d'abord s'adresser à la Chambre et demander l'autorisation de le faire, et qu'il précise si c'est en vertu de la disposition A ou B. Le président, merci. Monsieur le procureur. Le procureur, je pensais que je m'étais conformé aux instructions que vous m'aviez données il y a quelques jours. Le président, oui, c'est ce que vous faisiez. Veuillez poursuivre. Le procureur, merci. Revenir à la ligne 920 de la page 2295. Et là, on vous demande qui est votre supérieur et vous répondez à la ligne 921, colonel Obou Gado. Et la question est la suivante. D'accord. Est-ce que vous avez parlé avec lui ce jour-là? Votre réponse, non. Là, vous appelez son nom. Et la question est la suivante de l'intervieweur. D'accord. Et donc, pourquoi n'avez-vous pas parlé avec votre chef par rapport à cet incident une fois que vous avez appris qu'on a tiré sur les femmes? Et votre réponse, j'ouvre les guillemets, eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que je craignais parce que là, ça me faisait mal. Parce que quand j'ai appris ça, ça m'a fait mal puisque moi-même, j'avais vu certaines femmes. Donc, on ne pouvait pas me convaincre qu'elles étaient armées. Et là, plus loin, à la ligne 944, vous continuez, et j'ouvre les guillemets, et quand on me dit que j'apprends que ces femmes-là ont tiré sur elles, on a tiré sur elles, pardon. Monsieur le Président. Maître André. Oui, Monsieur le Président, j'interviens parce que tout à l'heure, Maître Rocher s'était adressé à votre Chambre et avait situé le cadre juridique dans lequel les débats devaient donc se tenir devant vous. Et j'ai trouvé véritablement judicieux son intervention. Je vais vous dire pourquoi. Quand je suis en train d'écouter notre contradicteur, M. McDonald, je vois très bien que, sous le prétexte donc, de ce que vous l'avez autorisé auparavant à pouvoir lire la déposition du témoin, déposition antérieure, il y a, à mon sens, peut-être que je peux me tromper, une sorte de stratégie du procureur pour faire dire au témoin ce qu'il veut véritablement l'entendre dire. Je vais vous dire pourquoi.
La question du témoin. Le procureur, est-ce que l'on pourrait demander au témoin de quitter la salle, s'il vous plaît? De toute façon, c'est l'heure de la pause maintenant. Le président. Oui, oui, effectivement. Veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît. Alors, donc, je reviens sur les déclarations de Monsieur le procureur. Il dit ceci à la page 28, ligne 7. Question. Avez-vous rapporté l'incident à votre chef hiérarchique au sein de la gendarmerie, Monsieur Obougado? Réponse du témoin. Merci, Monsieur le procureur. Je ne l'ai pas fait parce que désormais, je dépendais directement du commandant William Toily. Le procureur répond. Alors, je vais vous référer à votre déclaration. Pour nous, dans notre compréhension, la lecture que le procureur devait faire devait être en relation avec la réponse donnée par le témoin. Or, ici, il y a une lecture qui concerne des points visant à faire dire au témoin, et je vais citer, eh bien, pour deux raisons, réponse du témoin, réponse antérieure. La première raison, parce que je craignais parce que là, ça me faisait mal. Parce que quand j'ai appris ça, ça me fait mal. Puisque j'avais vu certaines femmes. Quelle relation il y a entre cette lecture qui est faite et la question qui a justifié le recours à la déclaration antérieure du témoin? C'est pourquoi j'ai trouvé judicieux l'intervention des maîtres Hocher. Et je pense que les tests sont clairs, Monsieur le Président. Dans notre compréhension, à la lecture donc des règles qui dirigeaient donc cette procédure, la partie qui appelait un témoin, si elle devait faire référence aux déclarations antérieures de ce témoin, devait obtenir l'autorisation de votre chambre. En tout cas, dans la lecture que nous avons faite des tests, c'est comme ça que nous l'avons compris. Alors, pour pouvoir obtenir cette autorisation, bien sûr que la partie qui appelle devrait donc justifier devant vous ce pourquoi elle voulait faire référence donc à la déclaration antérieure du témoin. Comme ça aurait situé toutes les parties. Et le point allait être connu. Le point d'intervention de cette partie allait être connu d'avance. Or là, nous faisons donc une ouverture et pour nous, de façon, permettez-moi l'expression, tendancieuse, le procureur fait donc utilisation des déclarations antérieures du témoin dans un objet qui dépasse donc le point qu'il avait annoncé précédemment. Et pour nous, il faut faire attention. Maître Hocher, je vous prie de m'excuser si je reviens sur le sujet. Monsieur le Président, j'allais intervenir, mais j'attendais juste Monsieur MacDonald, le président intervenant hors micro. Maître Hocher, je vous prie donc de m'excuser pour deux raisons. Mais pour l'essentiel, je voulais présenter des excuses parce que je dois revenir sur ce sujet. J'allais intervenir à nouveau, mais je voulais d'abord donner le temps à Monsieur MacDonald de terminer. Il y a un autre problème s'agissant du texte lui-même dont il a été fait lecture. Comme je l'ai indiqué précédemment lorsque je suis intervenu, j'avais choisi le moment opportun pour faire cette objection. Je comprends que votre chambre ait déjà accordé son autorisation par avance, mais à mon sens, c'est une autorisation qui doit être sollicitée au cas par cas. Si la partie adverse ne soulève pas d'objection, à ce moment-là, nul besoin d'en parler plus avant. Mais nous avons soulevé
une objection, pour des raisons tout à fait justifiées. En l'occurrence, le texte qui vient d'être lu au témoin nous pose problème, car essentiellement, mon contradicteur présente à ce témoin un avis qui a été exprimé précédemment par ce même témoin au bureau du procureur. S'il pensait, par exemple, qu'il y avait des hommes parmi les femmes lorsqu'ils ont, celles-ci ont été abattues. Et c'est le genre d'élément de preuve qui ne pourrait pas être présenté par oral si mon contradicteur devait procéder de la façon normale de le faire. Donc il ne devrait pas être autorisé à faire part de ses déclarations aux témoins sans demander l'autorisation. Et mon contradicteur d'initiative, sans avoir demandé l'autorisation, a présenté cela. Le procureur, Monsieur le Président, tout d'abord, je n'avais pas cité toute la citation. Le témoin a dit 2 raisons et j'ai été interrompu. Il ne s'agit pas d'une opinion. Le témoin indique dans sa déclaration antérieure, de façon subjective, pourquoi il n'avait pas rapporté l'événement de Bougadou. Aujourd'hui, il nous dit qu'il avait un autre supérieur hiérarchique du nom de M. Touali. Il nous donne une réponse différente. Donc avant, enfin mon contradicteur le sait aussi bien que moi, avant d'opposer un témoin, on procède d'abord à un rafraîchissement de sa mémoire, et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, en ce faisant, je me suis simplement référé à vos consignes, Monsieur le Président. Je comprends que ça soit délicat, mais nous essayons d'arriver au fond de l'affaire, qui savait quoi et à quel moment il l'a su. Yes, but I must say that... Le président, oui, mais je dois vous dire que je pense en l'occurrence que la défense a raison pour ce cas d'espèce, parce que la réponse a été « je ne l'ai pas fait ». Là, je lis le compte-rendu d'audience en anglais. « Je ne l'ai pas fait parce que, à ce moment-là, j'ai présenté mon rapport au commandant William Touali. » Et ce que vous avez présenté aux témoins, donc vous évoquez les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est parce que je craignais que, etc., c'était douloureux. Ce n'est pas en fait que ce qu'il a dit était faux. Il n'a pas dit tout. Donc la question aurait dû être, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à ne pas le confronter parce qu'il y a la façon de présenter formellement quelque chose qu'il a dit d'une façon et après qu'il a dit d'une autre façon. Donc, en l'occurrence, il ne s'agit pas véritablement d'une opposition. Et de toute façon, maintenant, nous allons faire la pause.